Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est bien parce qu'on a toutes les générations là. Il y a vraiment toute la pyramide des âges est présente, hein. On va avoir cet entretien avec Emmanuel Courcol, mais évidemment à la fin, tout le monde pourra poser des questions, y compris vous les enfants, si vous avez des questions à poser sur le métier de réalisateur de film ou de scénariste. Toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de tabou, hein, Emmanuel, je pense pas, hein. Non, il n'y a aucun tabou. Il n'y a aucun tabou, donc on peut poser toutes les questions possibles. Avant d'être le réalisateur, Emmanuel, du formidable Enfant phare, euh, bon, je vais te tutoyer parce Ah qu'on se oui, oui. tutoie dans la vie, donc on ne va pas déguiser le truc. Tu as eu un parcours plein de variations, hein, Mhm. et si le succès de Enfant phare a été archi mérité, il a été la somme quand même de beaucoup d'expériences de vie, d'expériences professionnelles, de scénarios, de films qui n'ont pas tous rencontré le public. C'est aussi comme ça que ça se passe dans le cinéma. Les choses ne surgissent pas comme ça. Il faut quand même un long parcours. Et tu pourrais être un peu un archétype de ce que le principe de persévérance peut produire. Et peut-être on va apprendre à quel point tu es têtu, Emmanuel, et Oui. tu veux quand même un moment arriver à tes fins, euh, et peut-être ce n'est qu'un début. On va retourner aux origines. Tu es né un 25 décembre à Angers, donc une sorte de divin enfant, Voilà. un peu. Tu as fait des études de droit, je crois, et tu as découvert le théâtre avec une entrée au Conservatoire d'Angers, c'est Tout à ça? fait. Oui, Et oui. puis C'est pas ensuite, ça, hein. tu as été reçu à l'école de la Rue Blanche, Oui. à Paris. Presque naturellement, tu as enchaîné, c'est peut-être un aspect qu'on connaît moins de ton parcours, avec une vraie carrière d'acteur Mhm. au théâtre, hein, avec Roger Planchon, avec Didier Bezas, avec d'autres, mais aussi à la télévision dans des séries qui ont eu un certain succès. Le juge est une femme, L'Instit, Oui. ou Joséphine Ange Gardien, je Oui. suppose qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Eh oui. Ça mène à tout, hein. Eh ben oui, eh oui. Et au cinéma, il y a eu pas mal de petits rôles, hein, Oui. avec Francis Weber, Laurent Oui. Bounic, etc. Est-ce que cette vie de théâtre, donc, que tu as eue dans la première partie de ton parcours, est-ce que c'était une vie qui te plaisait, ou est-ce qu'elle a créé des manques que finalement le cinéma est venu combler par la suite? Bah, d'abord, c'est une vie que j'avais choisie parce que j'étais parti pour faire du droit. Ça me passionnait pas en fait. Donc j'ai pris la première porte à gauche qui me menait au théâtre, au Conservatoire d'Angers. Donc j'ai voulu vraiment être acteur, être comédien. Donc c'est une vie qui m'a plu, qui m'a beaucoup apporté, notamment pour la suite après. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Je voulais simplement être un acteur. Et, euh, et j'en ai retiré énormément d'enseignements euh, pour la suite de mon parcours, en fait. Et ce qui me plaisait, c'était évidemment d'incarner des personnages, de rencontrer des œuvres, des textes, et puis aussi de partager ça en troupe, en fait. Donc l'aspect collectif, l'aspect troupe, c'est quelque chose qui m'est resté après pour faire du cinéma. Et alors, justement, quelle influence ces années-là ont-elles, ces années de théâtre, donc de troupe, de découverte des textes, du travail en commun dans une équipe, dans une troupe de théâtre, Mhm. quelles influences ça a pu avoir après dans ton métier de scénariste, mais surtout de Ouais. cinéaste? En fait, c'est ce que je disais par exemple par rapport à l'esprit de troupe. C'est quelque chose, moi, que j'ai après recherché dans la troupe de cinéma que j'essayais de former. Oui. Parce que je travaille avec des gens, j'essaye d'avoir des fidélités, parce qu'on travaille mieux quand on se connaît bien et que c'est plus agréable aussi, on choisit. Et donc ça, je dirais que c'est directement l'héritage de mon parcours théâtral. Euh, Ça m'a énormément servi pour ce qui est de la direction d'acteurs. C'est-à-dire que quand je choisis des acteurs, quand je travaille avec eux, je veux dire, je sais ce que c'est que de l'intérieur.
je sais ce que c'est que d'être devant une caméra, voilà, le travail par rapport à un personnage, par rapport à des situations qu'on doit jouer, incarner. Tout ça, moi, je l'ai vécu. Donc, je peux tout à fait me mettre à la place des gens que j'ai en face de moi, et je dirais que j'utilise le même langage qu'eux. Donc, très vite, je suis en empathie avec eux. Je dirais que je les considère assez comme des confrères, des consoeurs, voilà, des gens avec qui je travaille. Et donc, et Et ils je le sais qu'en ressentent. général, ils le ressentent et ils l'apprécient beaucoup parce qu'ils se sentent je dirais, en confiance et en affinité avec ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des réalisateurs aussi voilà, qui travaillent pas comme ça parce qu'ils n'ont pas forcément la même expérience. Et je sais qu'en général, les acteurs apprécient beaucoup je dirais ce compagnonnage dans le travail. Donc voilà. Alors, évidemment, moi, si après je suis passé à autre chose, c'est que cette carrière qui m'a apporté aussi beaucoup de choses et aussi, je dirais, il y avait la frustration. La Oui. frustration, je pense que si comme acteur de théâtre et puis après de cinéma, télé, j'avais eu très vite des grands rôles à défendre, peut-être que je ne serais pas là en fait en tant que réalisateur. C'est aussi que il y avait une forme de frustration. Je trouvais que c'était un peu court, quoi, ce qu'on me donnait, et que j'avais envie de plus de responsabilité, de plus d'engagement, de plus, voilà. Et le travail de comédien, alors, que ce soit à la télévision ou au cinéma, hein, pour ce qui est de l'image, j'ai toujours fait ce qu'on appelle vraiment des petits rôles, quoi. Donc, qui sont absolument nécessaires au Ouais. cinéma. Mm. On en a besoin, impérativement. Et on a besoin de très bons comédiens pour les petits rôles. Donc, moi, le fait d'avoir pratiqué ça, euh, c'est très ingrat, hein, parce que il faut savoir, quand on vient pour un petit rôle, on a un jour, 2 jours, 3 jours parfois, quand on est content sur un film qui va durer un mois ou deux de tournage, eh ben on débarque et puis on se sent un petit peu étranger. Alors même si on s'occupe de nous, bah, tout d'un coup, on se retrouve face à des acteurs, parfois des grands acteurs, des têtes d'affiche, des stars, et on a une petite séquence avec eux. Et c'est très intimidant. Voilà, il faut donner le meilleur de soi et en même temps, bon, bah, on est face à des monstres parfois. Donc, alors de cette expérience-là, moi j'ai gardé, je dirais, l'amour des petits rôles. C'est-à-dire que les petits rôles, dans les films que je fais, moi, d'abord je les choisis avec beaucoup de soin. C'est-à-dire qu'au casting, je suis toujours là. D'abord, je les considère avec beaucoup de respect parce que je suis passé par là et c'est normal. Et donc, je suis aussi exigeant avec eux avec les premiers rôles parce que j'estime qu'ils sont indispensable à la qualité du film. Et je dis souvent que c'est quelque chose, moi, que je remarque souvent dans le cinéma américain, euh, anglo-saxon, de façon générale, c'est la qualité des seconds et des petits rôles surtout. C'est-à-dire qu'on arrive à voir dans des cinémas, dans des films américains, alors c'est les films qui nous parviennent, donc en général c'est un petit peu quand même le haut du panier, hein. Ils sont peut-être pas tous comme ça, mais on voit des petits personnages, tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont bien, qu'est-ce qu'ils sont justes, qu'est-ce qui nous emmène dans l'histoire, et on aura envie de continuer avec eux, en fait. Et puis, bah non, parce que, voilà, ils ont une séquence, une scène, et puis après, on reste dans l'action principale. Et donc, parfois, je dis aux acteurs, souvent quand c'est des jeunes acteurs qui n'ont pas l'habitude, je dis, tu sais, ton personnage, voilà, il a peut-être 3 répliques dans le film. Mais en fait, tu peux imaginer que c'est tout à fait le personnage central d'un autre film. Voilà. Tu vas faire un serveur, par exemple. Tu vas venir, voilà, bonjour madame, qu'est-ce que vous prenez, etc. Oui, il fait beau ce matin, je ne sais pas. Enfin, voilà. Mais c'est un personnage comme un autre, aussi important qu'un autre et qui a sa propre histoire. Et à un moment donné, il se trouve qu'il vient croiser le personnage principal dans un autre film. Mais je lui dis, tu peux continuer, c'est peut-être un autre film. Voilà, simplement, c'est un peu, je dirais, euh, une façon de dire que c'est aussi important que le rôle principal. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé de mon expérience d'acteur modeste, je dirais. Avant de justement
de devenir réalisateur, il y a eu tout un parcours de Ouais, scénariste. bien sûr. Et c'est ce qui me questionne en fait, parce que au moment où tu es donc à la fois acteur dans ces petits rôles, il y a le théâtre, etc. Il va y avoir la rencontre avec un cinéaste, Philippe Huret, qui lui est pas tout à fait à ses débuts comme cinéaste, mais presque. Mhm. Et par contre, c'est un ingénieur du son aguerri qui devient cinéaste. Et il fait appel à toi pour le scénario d'un film que certaines personnes ont peut-être vu ici, qui s'appelle Mademoiselle, avec Sandrine Bonner. Mhm. Et alors là, je m'interroge, comment se fait ce... Parce qu'il ne sait pas que tu as ce potentiel de scénariste. Comment se fait cette rencontre? Alors ça, je dirais vraiment, c'est le destin. Parce que moi, comme acteur, je faisais aussi des castings, je faisais de la pub. J'ai fait des pubs, voilà, quand j'avais la trentaine surtout. Voilà. À un moment donné, je devais représenter l'archétype du jeune cadre sympa, père de famille, etc. Donc à un moment donné, j'ai fait quelques pubs, dont certaines très, très vues, très, même si on ne Alors, on m'identifie veut pas des noms, on avec. veut des noms. Ah Tu as bah fait non, j'ai fait une pub, des fromages, de la je le dis, voiture? j'ai fait du lait surtout. Ah, du J'ai lait, fait oui. du lait, j'ai fait. C'est important. Dis papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Voilà, voilà. Alors, C'est c'est les quoi plus cette bouteille anciens de qui lait? répondent, là, hein, Alors qui voilà, réagissent, hein. voilà, qui a été après parodié par les nuls, etc. Bon voilà. Et donc C'était je toi. faisais le papa. Voilà. C'est un de mes titres de gloire. Et donc c'est en faisant un casting de pub comme ça que j'ai rencontré Philippe Lioré, voilà, qui lui tournait comme réalisateur des spots. Et donc j'ai rencontré là. Il se trouvait que en fait, comme par hasard, c'est pour ça que je me dis des fois il y a vraiment des coups du sort quoi. C'est que il y avait personne à ce casting. Ouais. En général, on fait l'accueil, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs, etc. Il n'y avait personne. Et donc, j'ai eu le temps de parler avec lui. Voilà, et j'ai passé l'essai, puis après on a parlé, qu'est-ce que tu fais, etc. Et puis on a découvert que nos filles étaient ensemble dans la même école maternelle. Donc il m'a dit, bah, passe à la maison, voilà, on prendra un café, etc. Donc ce que j'ai fait, évidemment, je me suis dit, c'est un réalisateur, il avait déjà fait deux films, c'est un bon plan. Donc je vais prendre un café avec lui. Puis il m'a dit, qu'est-ce que tu fais, tout ça, t'écris pas? Je dis, bah si, j'écris une pièce. Elle me dit, ah ben fais-la à moi lire, ça va m'intéresser. Donc je lui ai fait lire ma pièce. Il m'a dit, ah écoute, ça me plaît beaucoup, ta façon d'écrire, tout ça. Écoute, voilà, je suis en train d'écrire un film. C'était l'équipier à l'époque. Ouais. Et il me dit, voilà, j'en suis là. Donc il me dit, bah vas-y, continue. Donc c'était, voilà. Donc je me suis retrouvé avec un bout de scénario, j'ai commencé à réfléchir, j'ai écrit quelques séquences, je l'ai renvoyé, il m'a rappelé 2 heures plus tard en me disant, c'est formidable, je te fais un contrat d'auteur. Elle est Voilà, simple, la vie, hein, parfois. voilà. Et donc, c'est vrai que c'est très dur de devenir scénariste. Moi, j'ai affaire à plein de jeunes scénaristes, des gens qui veulent devenir scénaristes. Je ne sais pas trop quoi leur dire. Je ne vais pas aller leur dire, bah, faites des castings de pub avec voilà, si vous trouvez voilà, un réalisateur qui habite près de chez vous et qui aurait sa fille dans la même classe que la vôtre. Voilà. Donc, je ne peux pas dire ça. Donc, je dis, c'est compliqué. Et, voilà. Et donc, comme ça que ça s'est passé. Et puis voilà, j'ai commencé comme ça, parce que j'ai toujours été porté vers l'écriture, évidemment. J'avais déjà écrit une pièce, etc. Et donc, voilà, c'est un petit peu une sorte de miracle, quoi. Voilà. De coup du sort dans le bon sens du Ah terme. oui, là Ouais. vraiment. Alors, c'est drôle parce que ça, c'est une anecdote, mais quand je vais à ma production, là avec qui je travaille, Agathe Film, à Paris, entre le métro et la production, à chaque fois, je croise la rue à côté de studios où j'ai rencontré Philippe. Et à chaque fois, je me dis, c'est dingue quand même. C'est là que ça a commencé. Puis on devrait mettre une plaque, en fait. Alors ça a commencé, ça a continué parce qu'il y a eu 4 films, je crois, hein. Il y a eu Mademoiselle, Voilà, c'est ça. L'équipier dont on parlait Oui. à l'instant, donc l'histoire de ces deux hommes coincés dans un phare Ouais. et qui sont amenés à passer des mois et des mois ensemble, et leur cohabitation dans un phare en Bretagne. Il y a eu Welcome, Mhm. beaucoup d'entre vous se souviennent de ce film qui a eu un très gros succès, hein. Parle presque de migrants Ouais, avant l'heure en quelque sorte, hein. Et puis il y a eu le dernier film, donc Ensemble, toutes nos envies, adapté de ouais. Jean-Claude.
Emmanuel Carrère. de Emmanuel Carrère, pardon, oui. Donc cette collaboration s'est poursuivie. Euh, Elle s'est arrêtée parce que il y avait le désir de faire tes propres films Oui, aussi. clairement, parce que je dirais que j'avais mes frustrations qui m'ont amené vers autre chose, vers l'écriture, parce que je dirais que très progressivement, j'ai travaillé de moins en moins comme comédien, donc voilà, et de plus en plus comme scénariste. Et en tant que scénariste, j'avais une espèce de frustration à finalement laisser le scénario, et puis que c'était, voilà, moi, en même temps, quand on écrit un scénario, on rêve un film, on a des représentations, des images, des envies et tout ça, puis après, bah, c'est un autre film. Ah, il peut être très bien, hein, Philippe, c'est un bon cinéaste, hein, mais je me disais, ah, ça, je l'aurais pas fait comme ça, etc. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ben, voilà, je vais me mettre à mon compte, quoi. Et donc, en fait, c'est comme ça que je me suis dit, voilà, faut que je me lance. Et finalement, c'est comme quoi, il y a une continuité. C'est que pour mon premier film, qui s'appelle Cessez le feu, j'ai repris la pièce que je lui avais fait lire. Ah, Et sur laquelle il avait, je dirais, un petit peu eu un coup de flashé. cœur, Ouais, ouais. et qui m'avait. Et donc, je me suis dit, c'est à partir de cette pièce, je vais faire une adaptation ciné cette histoire. Alors, on en reparlera tout à l'heure de Cessez le feu, parce que j'ai Ouais, quelques questions à te poser sur ça. ouais, Tu vas passer aux aveux, hein. ouais, Parce que ouais. tu as travaillé donc avec Liorès. Je crois que tu as fait un film aussi avec un garçon qui s'appelle Arnaud Viard, Oui, et tu as fait deux films avec quelqu'un qui a énormément marqué pour son premier film, Édouard Bergeon, et un énorme succès commercial. C'est Au nom de la terre. Donc, ce film qui raconte le destin tragique d'un agriculteur, c'est l'histoire du père d'Édouard Bergeon. ouais. Quel a été ton apport dans cette aventure avec Édouard Bergeon? Alors, Édouard, bon, d'abord, il avait sa propre histoire. Ouais. Et puis, j'avais été appelé par son producteur, donc Christophe Rossignon, qui me, Avec qui tu avais fait les films de avec qui Liorès? j'avais fait des films de Lioré, effectivement, et donc il me connaissait, il m'avait appelé en fait comme en tant que scénariste pour intervenir sur ce scénario qui était en panne en fait. Euh, euh, Guillaume Canet était déjà pressenti pour faire Ouais. le rôle principal, et puis ça bloquait, voilà, le scénario n'était pas abouti, pas satisfaisant, il n'y avait pas de financement, etc. Donc il fallait travailler dessus. Donc moi, je suis retourné j'ai rencontré Edouard, je dirais qu'on s'est... voilà, on a tout de suite senti qu'on pouvait travailler ensemble. Et moi, j'ai fait un travail de réécriture, en fait. Oui, il faut expliquer peut-être, Emmanuel, ce qu'on appelle un scénario en panne, c'est quand ça accroche pas auprès des futurs interlocuteurs, Voilà. on va se reposer la question de savoir s'il ne faut pas retoucher le scénario lui-même, hein. Voilà, parce qu'un scénario, bah, ça bouge beaucoup entre le tout début de l'écriture et puis le tournage. En général, il y a plusieurs, parfois énormément de versions différentes, parce que c'est un travail qu'on fait lire. Euh, on a des retours et puis se passe le moment critique, c'est-à-dire les financements. Il faut intéresser bah, les chaînes de télé, France Télévisions, Canal, tous les partenaires, il y a le CNC, voilà, il y a les banques, il y a les régions, il y a beaucoup de gens qui viennent voilà, financer et puis bah, ils commencent par lire le scénario et quand le scénario est pas prêt, pas convaincant, bah, ils disent non. Ils disent non, ou ils disent bah, retravaillez, revenez nous voir avec une autre version. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là, là-dessus. Donc, je dirais que j'ai complètement réécrit ce scénario avec Édouard. Édouard, lui, venait plutôt du documentaire et du reportage. Donc, il n'avait pas de, je dirais, L'expérience, ouais. d'expérience de scénariste. Donc, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, c'était pas abouti. Et voilà, donc j'ai fait toute une réécriture du scénario avec lui. Est-ce que tu dirais, Emmanuel, que l'écriture d'un scénario, ça requiert, en plus évidemment de l'intérêt de l'histoire elle-même, mais ça requiert certaines qualités techniques dans la Oui, manière d'élaborer le récit? ben, un scénario, c'est une œuvre très très hybride en fait, parce que ça requiert des qualités techniques, d'écriture, et en même temps, bah, tout simplement, je dirais, de l'imaginaire, de la sensibilité, le sens du dialogue et tout ça. Et en fait, je dirais, c'est presque plusieurs métiers. Et moi, je n'ai pas fait j'ai pas eu de formation académique du tout. J'ai pas fait d'école comme on peut faire la FEMIS ou d'autres écoles pour apprendre à écrire un scénario.
Mais ça, je dirais, c'est la technique. Donc on apprend comment on structure un scénario, voilà. Mais en fait, ce genre de formation ne dit pas comment on peut avoir des idées, par exemple. Vous voyez. C'est comme il n'y a pas d'école pour devenir romancier, par exemple. Heureusement qu'on ne peut pas tout apprendre Voilà, non on ne peut pas plus. tout apprendre. Donc ça donne des outils, disons, pour écrire. Moi, ces outils-là, je les ai appris sur le tas parce que j'ai fait plusieurs films avec Philippe Liorret et avec d'autres après. Donc, je me suis formé, j'ai lu des bouquins, etc. Mais enfin, je suis vraiment un autodidacte de l'écriture du scénario. Donc, ça laisse aussi des espoirs aux gens qui veulent qui veulent pas passer par la case école. Mais après, c'est un travail aussi. Et là, je dirais que là, mon expérience d'acteur m'a beaucoup servi parce que écrire, pour moi, je dirais que c'est improvisé. C'est-à-dire qu'on se trouve face à une histoire, il faut trouver toujours ce qui va se passer. Et après, et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On peut avoir une idée générale de l'histoire, ou parfois on a le début, on a une idée formidable pour commencer. Puis après, bah voilà, il faut faire un film qui va durer 1 heure et demie, 2 heures, parfois plus. Donc ça, c'est compliqué. C'est de faire vivre l'histoire. Et donc, ce travail-là, en tant qu'acteur, ça permet de se glisser dans les personnages qu'on est en train d'écrire. Et c'est-à-dire de vivre des situations. On dit, ben voilà, il est là, il va rencontrer un tel, dans tel contexte. Et pour moi, c'est pas un travail, je dirais, intellectuel, cette partie-là. C'est un travail, je dirais, euh, sensible. Oui, Ça passe par l'émotion, l'interprétation, c'est un travail d'acteur. oui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut se passer? Donc on se projette dans tel personnage et puis dans l'autre, etc. Alors voilà, alors moi non, moi, j'écris avec Irène qui est là, qui me voilà, qui contrôle ce que je dis. Euh, et donc c'est ma partenaire d'écriture. Et donc ça c'est bien parce que on peut partager, je dirais, on vit les choses à deux, on se renvoie la balle, Vous on- challengez l'un l'autre. voilà, voilà, et puis euh, on se dispute. C'est ce que je voulais Ben, dire pas en disant tellement, mais challenger. non, mais on se renvoie la balle effectivement, et puis voilà, on confronte aussi des idées, des émotions qui ne sont pas les mêmes, heureusement d'ailleurs, c'est ça qui est bien. Oui, parce il faut rappeler, tout le monde n'a pas eu devant les yeux ce que c'est un scénario. Un scénario, c'est ni un roman, ni une pièce de théâtre. C'est un peu de tout ça. C'est beaucoup de dialogue, mais c'est aussi la visualisation. Celui qui va lire le scénario doit visualiser ce que sera l'intrigue. Donc, il faut faire aussi des descriptions de Voilà, mouvements, de situations. voilà, il y a toute l'explication du contexte, du lieu, du décor, Ouais, des personnages éventuellement, et en même temps, on n'est pas un romancier, c'est pas une écriture où on peut pas se glisser à l'intérieur. On peut pas dire à tel moment il pense ça. ouais, on ne peut pas Parce que styliser à ça, on ne le sait outrance. pas. Ça, on voit ce qu'il fait à ce moment-là, ce que le personnage fait, ce qu'il dit, ce qui va. Voilà, on ne peut pas dire, bah, à ce moment-là, il pense que. Parce qu'au cinéma, ça n'existe pas, ça. On ne sait pas ce qu'il pense. On déduit ce qu'il pense de ce qu'on voit, en fait. Voilà. Donc, ce travail-là, c'est un travail très différent de l'écriture littéraire, je dirais. Et puis il y a aussi d'autres contraintes, c'est quand on écrit un scénario, on écrit un film qui est appelé a priori à être financé, à être tourné. Donc alors se dire tout d'un coup, voilà la cavalerie, 500 cavaliers arrivent à l'horizon, et voilà. Ça c'est un truc on peut faire ce qu'on veut quand on écrit un roman, et quand on prévoit de faire un film, on est obligé de se dire ça va être compliqué, pour ça, ou ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas tourner à tel endroit, parce qu'il y a plein de contraintes, c'est trop cher ou que c'est tout simplement impossible. Donc on est obligé de faire aussi avec tout un tas de contraintes. Et ce qui est intéressant aussi au cinéma, c'est que toutes ces contraintes, ces impossibilités, toutes ces contraintes, ça oblige à trouver d'autres solutions. Ça oblige à aller se creuser les méninges pour se dire, mais... Et parfois la solution, justement, bah, elle est meilleure que ce qu'on pensait au départ. C'est-à-dire que ça. Et ça c'est quelque chose qui se poursuit jusqu'au tournage. Parce que quand on prépare un film et qu'on est confronté vraiment à la réalité, eh ben, ce qui fait, on s'aperçoit que le décor, il n'est pas tel qu'on l'avait rêvé, on ne peut pas faire telle chose.
Et ben là, dans l'urgence, il faut parfois pouvoir s'adapter. Et très souvent, on réalise que bah, l'idée, c'est mieux comme ça finalement. Voilà. Dans ce moment où on commence à écrire, on va appréhender et créer un nouveau monde. On est seul face à sa page blanche ou à son écran d'ordinateur et ce nouveau monde, bah, il nous appartient. Est-ce que c'est quel genre de sentiment on a quand on est à cette genèse personnelle? Est-ce qu'on est anxieux? Est-ce que c'est stimulant? Est-ce qu'on ressent une forme de pression? Oh bah, c'est tout ça à la fois. Je pense que euh, le début d'un scénario, c'est le début d'une histoire en fait. Moi, je suis très attaché à la notion d'histoire. Ouais. On a une idée parfois qu'on trouve formidable et puis en fait c'est très angoissant parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de ce point de départ. Et voilà, en même temps c'est vrai que c'est un challenge à chaque fois, à chaque page, chaque séquence, on se demande comment avancer, comment être convaincant, comment captiver un public et éventuellement convaincre tous ceux qui sont censés financer le film, et le producteur, etc. Donc c'est un exercice intellectuel, je dirais, et très, 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 très excitant, euh, mais parfois éprouvant. Ouais. Et éprouvant, surtout quand on est tout seul, quand on écrit seul. Il y a D'où beaucoup Irène. de... Alors, avec Irène, ça va beaucoup mieux, mais c'est... l'écriture, c'est souvent au cinéma, au scénario, enfin, télé aussi, mais l'écriture de scénario, c'est souvent un travail collectif. C'est-à-dire que il y a souvent, quand vous voyez les génériques, parfois vous voyez plusieurs noms. Des fois, il y a un nom. Alors voilà, ça c'est vraiment le film d'auteur classique, hein. Il a écrit, ou elle a écrit, elle a réalisé. Et puis, parfois il y a deux noms, il y a deux noms, et puis parfois il y a d'autres noms. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on s'est mis à cinq ou six, parfois plus, hein, pour travailler ensemble. Ça veut dire que dans l'histoire de l'écriture du scénario, ben, ça a commencé avec une personne, et puis ça a continué avec deux autres. Et puis il y a quelqu'un qui est venu à un moment donné faire un tour sur les scénarios, qui a donné des idées. Et donc, ben, oui, ils sont crédités, tous ces gens-là. Donc c'est un travail comme ça, un peu collégial. Et évidemment, en général, il y a, je dirais, une ou deux personnes qui sont vraiment, je dirais, la colonne vertébrale de l'écriture, hein. Quand tu as basculé pour devenir, passer de scénariste à réalisateur, quel était ton rapport au cinéma? Est-ce que c'était, est-ce qu'il y avait vraiment je sais pas, dans ton enfance ou dans ta Mhm. jeunesse, un rapport précis au cinéma? Est-ce qu'il y avait des auteurs qui t'avaient déjà capté, happé? Alors, moi, je suis vraiment, je suis l'exemple d'un cinéaste, hein, puis c'est un grand mot pour moi, mais je le prends quand même, et qui n'est pas, je ne suis pas je dirais Ouais. un cinéphile dans l'âme, c'est-à-dire un, je Un dirais encyclopédiste. un rat de cinémathèque qui a une culture phénoménale de l'histoire du cinéma, qui connaît des choses rares. Voilà. Non, moi j'ai eu, j'avais un rapport étant jeune, ado, etc. au cinéma. J'allais au cinéma, quoi, comme mes copains de mon âge. J'aimais bien les beaux films et tout ça. Mais je me suis, d'abord, c'est une époque où jamais je me serais projeté comme réalisateur. Ça, c'est quelque chose qui arrivait beaucoup plus tard dans ma vie. Donc, à ce moment-là, bah, j'allais au cinéma, je dirais, comme du loisir. Et puis aussi, comme bah, de temps en temps, j'avais des rencontres fortes avec un film qui me marquait, effectivement, et qui, je dirais que c'est plutôt ça qui m'a donné envie d'être acteur. Mais moi, à l'époque, moi, je voulais être Alain Delon. Je voulais pas. Et c'est ça qui me donnait, me donnait envie d'être, je sais pas, dans le samouraï. Voilà, je voulais être Ouais. Alain Delon dans le samouraï, par exemple. Voilà. C'est pour ça que j'ai commencé à faire du théâtre, du cinéma, et puis bah, ça s'est pas passé comme prévu. Et donc, alors évidemment, plus ça va, plus je me suis intéressé au cinéma, et plus j'ai vu de films, et plus c'est surtout, non seulement c'est pas voir des quantités de films, c'est les voir et puis savoir comment les recevoir en fait, hein. Je dirais les analyser, en tout cas comprendre euh, comment c'est fait, ce qu'a voulu dire l'auteur, les auteurs, pour, je dirais, en tirer un enseignement.
Tu as réalisé 3 films, donc Cessez-le-feu, Un triomphe, En fanfare. Il y en a un autre, qui Mhm, est fini, mais dont on parlera tout à l'heure. Dans les 3 cas, ce sont des histoires, de liens mhm. consécutifs à un accident de la vie, ou à des accidents de la vie. Alors le choc post-traumatique, Ouais. guerre de 14-18 dans Cessez-le-feu, Mhm, la prison pour les mhm, héros de Un triomphe, la découverte d'une maladie grave et puis des secrets de la naissance mhm. en fanfare. J'ai l'impression que cette notion de l'attachement à un drame et comment Ouais. s'en émanciper par le Ouais. lien est très importante pour toi. Oui, je dirais que alors, le quatrième qui est géré en montage, euh, c'est ça, j'ai encore plus, je dirais. C'est aussi une histoire de C'est famille, une hein. histoire de famille et de réparation et comme ça. Et, euh, et je dirais que c'est quelque chose dont je me suis aperçu en fait. Je me suis pas dit au départ, il faut absolument que je fasse des films sur ce thème. En fait, je fais des films sur des histoires qui m'intéressent, et qui me viennent surtout et que je peux partager avec des auteurs euh, que ça touche également. Donc, je dirais ça, c'est le constat euh, de mon histoire en fait. Voilà. Alors, ça m'a interrogé. Je me suis dit, mais pourquoi ça m'intéresse ça? Alors, si on prend Cessez-le-feu, bon, c'est un film sur l'après-guerre de 14. C'est une histoire familiale. Moi, j'avais mon grand-père qui a fait toute la guerre de 14 et que je n'ai pas connu parce qu'il est mort bien avant que ma naissance. Mais euh, voilà, j'avais comme un compte à régler avec cette mémoire familiale puisqu'on m'en parlait beaucoup et que j'avais une frustration de ne pas avoir connu ça et ça représentait pour moi un mystère. Donc voilà, j'ai voulu aller voir. Et après, bon, c'est pareil, la prison, comment se relever d'une incarcération, d'un accident de la vie qui impacte toute sa vie, etc., par le théâtre. Et puis, ben, bon, un fanfare, évidemment. Euh, Après, je me suis interrogé et en fait, je me suis dit, effectivement, c'est un journaliste. Ce qui est bien, c'est le travail des journalistes. Parfois, ils nous interrogent, ils nous font réfléchir sur ce qu'on fait. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise, en fait, que ça nous permet de faire un peu un bilan du travail qu'on fait. Et je me souviens d'un journaliste qui m'a dit, une fois, il me dit, mais en fait, vous faites un cinéma de la réparation. Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça. C'est formidable. Je m'étais jamais dit, tiens, je vais être réalisateur du cinéma de la réparation. C'est un truc qu'on ne C'est un prévoit genre pas, qui ça. n'existe pas encore. Voilà, ben, c'est devenu un genre, ça devient en train de devenir un genre. La réparation, voilà. Et je me suis aperçu, mais oui, en fait, la réparation, c'est un truc qui me parle beaucoup. D'abord parce que dans la vie, je réparais beaucoup. J'aimais bien réparer des trucs. Je suis quelqu'un de manuel, de bricoleur, donc j'aimais bien réparer. J'aimais pas acheter, j'aimais bien réparer. Je me suis dit, tiens, ça a peut-être un lien, ça, tout ça. Et puis, en fait, je me suis dit, en fait, dans mon histoire, alors ça, c'est l'histoire, je dirais, familiale, très personnelle, intime, c'est que je pense que moi, je suis un enfant de la réparation. C'est-à-dire que mes parents ont perdu un fils aîné en bas âge, il avait moins de 2 ans, et moi, je suis arrivé juste après. Et encore un coup du sort, je suis arrivé le jour de Noël. Donc ça, c'était un sacré cadeau, et je me suis dit, effectivement, je ne suis pas venu remplacer. Mes parents m'ont jamais mis ça dans la tête, mais je suis venu, je pense, réparer quelque chose de ce traumatisme terrible de la perte d'un enfant. Euh, voilà, ça c'est mon petit côté, c'est ma psychothérapie. Et donc je pense qu'il y a toujours une origine, une racine. Et peut-être que ça vient de là, cette envie enfin cette charge en tout cas, cette mission d'un moment donné, parler de ça, de comment on se répare des malheurs de la vie. Il y a aussi un aspect, moi, qui m'a frappé dans tes films, Emmanuel, c'est que je trouve que 3 films, il y a toujours quelque chose de très documenté, Oui. presque documentaire. Mm. Donc le langage des signes dans Cessez-le-feu, et puis toute cette réflexion sur le choc post-traumatique, l'apprentissage du jeu de comédien pour des prisonniers
dans Un Triomphe avec Cadmerade, qui est un acteur dont la carrière est un peu à l'arrêt et qui va se réinventer en transmettant son savoir Ouais. à des prisonniers. Et puis toute cette découverte finalement de la vie des musiciens, mais de deux types de musiciens, Mhm. c'est-à-dire les musiciens on va dire, de prestige, c'est Benjamin Laverne, et puis les musiciens plus profanes, donc c'est Pierre Lotin. Mhm. Donc dans les trois cas, on voit qu'il y a une précision, je ne vais pas dire entomologiste, mais quand même un travail de précision Ouais. sur les milieux. Oui, parce que j'ai envie d'être vraiment ancré dans la réalité, en fait. Parce que moi, j'ai besoin d'y croire. J'ai besoin de croire à ce que je vois quand je vais au cinéma. Je me dis, hein, alors, c'est pas le cas de toutes les œuvres aussi, hein, tous les genres sont possibles, hein. Mais en tout cas, je suis très sensible à ça. Et donc, effectivement, aller euh, sur place, rencontrer les gens, d'abord, c'est intéressant de rencontrer les gens. Et puis, on apprend énormément de choses. Euh, et puis, parfois, on fait des rencontres intéressantes. Voilà. Par exemple, moi, quand j'ai fait un triomphe, donc il parle du théâtre en prison, hein, donc porté par Cadmerade dans l'histoire, qui est le metteur en scène, qui a monté en attendant Godot de Beckett avec des détenus, pour ceux qui n'auraient pas vu, hein, le film, hein. Voilà, je suis allé en prison. Je suis allé, voilà, je me suis renseigné. Et là, j'ai rencontré Irène Muscari, par exemple, voilà, qui était chargée de ce travail, coordinatrice culturelle, à la prison de Meaux, là même où j'ai tourné le film. Voilà. Donc voilà, ça impacte même toute une vie, hein. Mais et là, c'est pareil pour le dernier film. C'est un film qui se passe au Groenland. On n'est pas allé au Groenland, là vraiment touché la réalité du doigt, hein. Et donc voilà, pour moi, c'est des aventures aussi euh, de découverte du monde, faire un film. Ça fait partie aussi du plaisir et de l'intérêt de tout ça. Alors après, il y a le tournage et le rapport aux comédiens, le rapport Mmh. à l'équipe. Il y a des cinéastes notamment qui aiment bien créer une forme de tension sur leur plateau parce Oh là, qu'ils veulent obtenir le maximum des comédiens jusqu'à presque un quasi-affrontement, hein. Je me souviens de Maurice Pialat ou de Jacques Doyon, des gens comme ça. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, prônent la bienveillance absolue sur le tournage. Tel le cas de Jean Renoir notamment, hein, qui était incroyablement gentil avec ses comédiens. Tu serais dans quelle catégorie? ah, moi Renoir ou je Piala? suis plutôt Renoir que d'autres. Il y en a beaucoup des méchants, hein. Il y en a plus que d'autres. Non, mais c'est vrai, chacun a sa méthode de travail. Pour moi, c'est très lié aussi à la vie, je dirais mon mode de vie. Moi, j'ai pas envie d'être dans le conflit, dans l'affrontement, dans la tension. Je pense que c'est beaucoup plus agréable. Et je pense qu'on peut obtenir beaucoup plus, d'ailleurs, avec la bienveillance qu'avec l'affrontement. Euh, je crois que les comédiens, alors les techniciens aussi, hein, mais les comédiens qui sont en première ligne devant la caméra, ils ont d'abord besoin de confiance et de Ouais. sentir que on y croit, que il va y arriver, qu'on n'a pas choisi pour rien, voilà, et parfois même je dirais des acteurs tout à fait reconnus qui sont des vedettes, des stars. euh, Ils sont pas forcément très très sûrs d'eux aussi. Ils ont besoin de sentir qu'ils ont la confiance totale du réalisateur. Euh, Très vite, on peut sentir une faille aussi. Et donc, alors, moi, je suis là pour les rassurer. D'abord, on en parle beaucoup avant, et puis on s'explique, et puis on essaye des choses aussi. C'est-à-dire que moi, quand je suis face à des acteurs aussi, je leur laisse toujours j'ai une faculté de créer et de proposer, parce qu'ils ont des idées parfois, ou ils vont amener des émotions qui n'ont pas été prévues à l'écriture, et on s'aperçoit que c'est encore mieux. Donc il faut pouvoir comment que l'acteur se soit totalement en confiance pour qu'il puisse livrer le meilleur de lui-même, et puis créer surtout. C'est aussi des créateurs, les acteurs. Est-ce qu'il t'est arrivé parfois que
ce que tu demandes à un comédien, il n'y arrive pas. Et tu constates qu'il faut passer par Ouais. un autre chemin parce qu'il n'arrivera pas là où tu veux l'emmener. Oui, parce que ça arrive. Alors, je ne peux pas dire que ça arrive souvent, mais on peut se retrouver face à effectivement vraiment une difficulté. L'acteur n'arrive pas à interpréter l'idée qu'on se fait du rôle à ce moment-là, de la situation. Et Parce alors, qu'il a une autre idée de ce rôle à ce moment-là. alors peut-être que parfois c'est simplement qu'on s'est trompé nous-mêmes. Ouais. On peut très bien. Parfois, ça arrive que l'acteur propose autre chose. Moi, pour l'instant, alors j'ai pas une filmographie longue comme le bras, mais donc pour l'instant, je pense pas m'être retrouvé face à vraiment une impossibilité. Mais par contre, il y a des variantes possibles, il y a toujours des. Et puis parfois, on change aussi. Parfois, on s'aperçoit que au montage, vous savez, au montage, on revoit tous les rushs, tout ce qu'on a tourné, parce que tout ce qu'on tourne au cinéma, évidemment, les séquences, on les tourne, on fait des prises. Des fois, c'est bien la première, deuxième, et puis quand on fait trois prises, ça va, c'est assez court, mais en général, on peut en faire plus, on peut faire 10, 20, 30 prises. Moi, ça m'arrive pas à 30 prises, mais voilà. Et après, ça, c'est on a nos impressions de tournage, et puis après, on se retrouve au montage. Et au montage, eh bien, on revisite tout ce qu'on a fait. Et puis, parfois, on s'aperçoit que la prise qu'on pensait pas terrible, en fait, elle est beaucoup mieux. Parce qu'on ne l'a pas vu comme ça, parce qu'on le revoit, je dirais, à tête reposée, ou que tout simplement, peut-être que dans une prise, il y a juste une réplique qui va sonner particulièrement juste. Et c'est ça, hein, parce que quand vous voyez un film, en général, quand vous voyez une séquence, euh, sauf si c'est un plan séquence tourné dans la continuité, bah, en général, c'est une espèce de patchwork de, euh, de tout ce qu'on a tourné, c'est-à-dire de plusieurs prises. Donc, on prend, je dirais, le meilleur, ou ce qui est le plus conforme à ce qu'on pense le meilleur, dans chaque prise. Voilà. Et donc, dans la relecture de tout ce qu'on a fait, de toutes nos prises, eh ben, on s'aperçoit que parfois, on n'avait pas forcément le bon jugement au moment, au moment du tournage. Donc voilà, mais c'est bien. Les acteurs sont là aussi pour nous questionner et nous remettre en. Ce qui prouve qu'il faut toujours être en éveil et s'adapter aussi à des situations. Ah ouais, de toute façon, un tournage, il faut s'adapter tout le temps. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, en Ouais, fait. ouais, ouais. Vous savez, il y a plein de contraintes et des fois, alors, des fois, on se dit, mais tu sais, des idées de génie. En fait, non, c'est juste qu'on ne pouvait pas faire autrement. Enfin, je sais que, par exemple, c'est comment c'est Ciné Lumet qui raconte ça, que, en voyant un film de Kurosawa. Il avait dit ce plan, c'est tellement magnifique, tellement décrit le plan avec cet arbre-là, tout ça. Et Kurosawa lui dit, mais là, je ne pouvais pas aller plus à droite parce qu'il y avait une usine, en fait. Et en fait, donc on Bon, fait c'est moins avec. poétique, mais Oui, mais et ça ramène aussi oui, au réel. au réel et au travail, qui est quand même un travail d'artisan, en fait. Ouais. C'est pas juste on n'est pas juste des créateurs de génie, on est aussi des artisans, on travaille avec ce qu'on a, quoi. Mais oui, travail d'artisan, mais il y a aussi quand même, en particulier dans ton travail, je dirais une humeur générale de ce que tu écris, Ouais. aussi bien dans tes scénarios pour d'autres que dans tes propres films. Et je dirais que chacun de ces films ont quand même une inscription sociale très Ouais. forte. Et ça, c'est constant, on le retrouve, et peut-être que ça n'est pas une intention, mais que comme on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui se dévoile et qui te dévoile en quelque sorte. Est-ce que tu penses que le scénario, enfin quand on est réalisateur ou scénariste, c'est une manière aussi de parler du monde, de regarder le monde, ce qu'on pourrait dans certains cas appeler une forme d'engagement quand on est dans ce process-là? Bah oui, c'est parce que moi je trouve que je fais pas un cinéma fantastique, un cinéma de genre, je fais pas un cinéma qui est je dirais, hors sol ou c'est pas juste une création comme ça imaginaire.
Et c'est parce que ça m'intéresse, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de très beaux films autrement, mais moi ce qui m'intéresse effectivement c'est de partir du réel, donc d'une réalité, et dès qu'on parle d'une réalité dans ce pays, forcément on est confronté à la structure sociale du pays, à sa réalité économique, euh, au statut social des gens, des personnages, donc ça parle de ça, j'essaye d'en parler, on essaye d'en parler de façon la plus juste et la plus... Et je pense que c'est ça aussi, parce que c'est un cinéma de l'identification, c'est-à-dire que les, le public, et c'est ça qui me plaît, moi, c'est se retrouve dans les personnages qu'il voit. Et je pense que le succès d'un film comme En Fanfare, c'est aussi dû à ça. C'est qu'on se reconnaît, même si c'est pas exactement ça, mais on reconnaît les sentiments, on reconnaît la vie. Et il y a quelque chose qui est très, je crois, qui fait du bien, c'est tout d'un coup de se reconnaître à travers un personnage ou à travers une histoire de cinéma. On se sent moins seul finalement. On se dit, ah mais en fait, vraiment, c'est exactement ça, quoi. Oui, j'ai senti ça. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, quoi. Donc, Avec le désir aussi de faire vivre peut-être des utopies heureuses bah oui, dans la mise en faisceau, par exemple, de milieux qui ne sont pas amenés à se rencontrer dans la vie réelle. Peut-être que cette rencontre n'aurait pas lieu, mais on peut y croire. Il y a une dimension un peu de fable. oui, il y a une dimension de fable, mais en fait, d'abord, moi au départ, j'ai pas envie de faire un cinéma spécialement plombant. Vous voyez, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Beaucoup, oui. Donc, eh ben, je pense que ça c'est fait. Donc moi, je fais autre chose. Je fais un cinéma et qui n'exclut pas d'ailleurs je dirais une certaine férocité de la vie ou une euh, une dureté, mais j'ai pas envie qu'on ressorte d'un film complètement anéanti en se disant tout est foutu. Voilà, je crois que c'est ça qui, un film comme En Fanfare, on sort en se disant quand même, il y a un peu d'espoir encore, même si finalement c'est une histoire particulièrement dramatique en fait, hein. Oui. Qu'on peut qualifier de comédie parce que en France très vite on qualifie de comédie un film dès qu'il y a un soupçon de légèreté et de rire, par exemple. Mais j'ai pas envie de faire un cinéma plombant. Je laisse ça aux autres. Donc, euh, et une autre, je dirais une autre comment, une autre ligne, je dirais forte qui relie ces films-là, c'est que en fait, c'est des films relativement sombres au fond quand on y pense. Et Mais possible il y a Gordon. toujours, à la fin, quelque chose, il y a toujours une ouverture. C'est toujours des fins ouvertes. Et parce que c'est la vie c'est pas facile, la vie c'est constitué quand même principalement de drames, parce que je veux dire, ça se passe jamais comme on veut, il y a que des... euh, alors ce que tu disais c'est une fable, c'est peut-être, il y a un côté fable, mais il n'y a pas de côté conte, Oui. conte de fées, Mmh. pas du tout. Ouais. C'est-à-dire que la vie c'est dur, mais en même temps ça vaut le coup, quoi. Et qu'il y a toujours des possibilités de se réjouir à un moment donné de ce qui peut nous arriver. Alors pour terminer, avant de passer, de vous donner la parole, Emmanuel, il y a une année passée entre maintenant et le moment où tu es venu présenter en fanfare ici. C'était peu de temps après le Festival de Cannes et un accueil formidable à Mhm. Cannes. Et ça avait été le début Ah, d'un parcours extraordinaire pour ce film, donc qui a eu le succès que l'on sait, plus de 2 600 000 spectateurs, ce qui en fait le film d'auteur avec le plus de spectateurs de l'année 2024. Il n'y a pas que l'aspect comptable, il y a aussi tout ce qui s'est passé pendant toute cette période où tu as présenté le film un peu partout et les nombreuses rencontres qui ont été, je crois, ouais. très foisonnantes, très stimulantes, avec des fanfares partout en France où vous avez été accueillis, des fanfares populaires. Qu'est-ce que, comment ça a infusé en toi tout ça? Parce que tellement incroyable ce Bah, que tu as dû vivre. c'est vrai qu'il y a un an, à la même époque, quand on était venu avec Irène, on ne soupçonnait pas quand même Ce qui allait se l'ampleur. passer. On savait que le film était réussi, ça c'est sûr. On disait c'est un film qui potentiellement peut vraiment avoir un succès public.
Mais je dirais qu'à un moment donné, le film a dépassé son propre succès dans les salles. Même, je dirais, c'est que c'est devenu quasiment un objet d'intérêt politique, Ouais. sociologique, Hors cinéma. Mm. hors cinéma. Ça, voilà, ça devient parce qu'on parle d'une réalité, d'une France dont on parle peu, parce que on en parle avec, je dirais, bienveillance, avec respect, et sans, je dirais, sans angélisme non plus. Euh, et donc voilà, je me souviens quand on a, dans les choses qui m'ont marqué, c'est l'éditorial de, son nom m'échappe, Michel Guérin, rédacteur en chef du Monde, qui a fait un magnifique article à la fois sur le film qu'il avait adoré, mais aussi sur ce que ça racontait de notre pays, de notre société. Il y a eu moi, je suis allé faire des colloques, vous voyez, des séminaires là-dessus. Je dirais ça, que quand le film, je dirais, la fiction rencontre vraiment le réel, quoi, la réalité, ça donne ça. Donc ça, c'est quelque chose qui était quand même euh, un peu inattendu, extrêmement passionnant à vivre. Et donc moi, alors, on a vécu ça ensemble avec Irène, et ça nous a beaucoup bouleversé. Et ce qui nous a bouleversé, c'est, je dirais, la suite avec les acteurs du film. Et je pense principalement à l'harmonie de l'Alain, qui est notre fanfare du film, qui est une fanfare, qui est la fanfare du film, d'une certaine façon, c'est les mêmes gens, hein, euh, et qui a tout d'un coup été, qui a représenté toutes les fanfares. Et quand il dit toutes les fanfares, toutes les harmonies, tout ce monde de, de la pratique amateur, et là, c'est des centaines de milliers de personnes en France. Et j'irais tout un monde aussi, toute une France, je dirais, périurbaine, Ouais. rurale, etc., dont on parle peu, et qui sont tout d'un coup emparés du film et qui se sont sentis fiers de ce film. Alors moi, personnellement, nous, on a gardé des liens très forts avec ces gens-là du Nord, avec lesquels on a partagé beaucoup d'émotions, beaucoup de rires, beaucoup de bons moments. Et donc ça, on a continué, on est toujours en relation avec eux. Pour eux, ça a été une aventure extraordinaire parce qu'au-delà d'aller faire la montée des marches à Cannes, hein, ce qui était un peu un gag quand on se disait ça pendant le tournage, vers la fin du tournage, on sentait que le film était bien, mais je me dis, on ne sait jamais. Je dis, ah, si vous verrez, on va faire la montée des marches. Alors, tout le monde. Et quand j'ai appelé le premier euh, d'entre eux pour lui dire, tu sais, pour Cannes, on va faire la montée des marches. Il dit, pardon? Il dit, vous allez venir et on va monter les marches, le tapis rouge, on va faire la montée des marches à Cannes. Il dit, ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Enfin voilà, il tombait complètement, c'était impossible, quoi. C'est un truc impossible qu'on a fait. Et je dirais que ce truc impossible, c'est une des grandes fiertés qu'on a nous. Je dis moi personnellement, mais toute l'équipe, mon producteur, tout le monde, quoi. Et donc, ça, c'est la grande, grande satisfaction de ce film, et de voir qu'il continue, bah, ici, à être projeté. Il est projeté dans Soit en plein énormément air. d'endroits. Voilà, avec l'été, il y a beaucoup je dirais, de lieux de cinéma ou de lieux de vacances, etc., qui organisent des séances spéciales pour partager ce film. Et c'est pas souvent qu'on fait un film aussi fédérateur finalement. Donc, moi, j'en suis très fier. Enfin, Et on si en est c'était très ça le heureux. bonheur déjà, Bah ouais, voilà. une part du bonheur. Bah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire grand-chose avec le cinéma. On se dit souvent, un film, on va pas régler de problème, mais là, tout d'un coup, on se dit, avec ce film-là, on a quand même une petite part d'action, quand même, quelque Ouais. part, sur les gens, personnellement, individuellement et collectivement. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on pourra peut-être pas prendre tout le monde parce qu'on est un peu contraint par le temps, mais vas-y. Bon, ça va répondre à d'autres aussi, Oui, hein. oui, c'est possible. Vas-y, on t'écoute. Avez-vous déjà travaillé avec un membre de votre famille? Un membre de ma famille au cinéma? Alors oui, j'ai travaillé déjà avec ma fille qui est comédienne, une jeune comédienne, et elle a fait déjà 2 films. 3 films. Alors, elle a fait mes 3 films, en fait. Il y avait un petit peu de piston dans tout ça, mais je veux dire, c'est vraiment une comédienne, hein.
je peux dire qu'elle m'a inspiré les rôles que j'ai pu écrire ou qu'on a pu écrire pour elle dans les différents films. Donc oui, j'ai travaillé avec elle, et puis, mais les autres, non, ils sont pas, mes frères et sœurs, ne sont pas du tout là-dedans. Alors ensuite, tu passes le micro à côté. Les adultes aussi peuvent. Oui, vas-y. Combien il faut de personnes pour tourner un film? Combien il faut de personnes? Pour tourner un film? Oui, alors, est-ce que tu as déjà vu, je ne sais pas si tu as vu le dernier film en fanfare, mais ce qu'il faut voir à la fin, il faut avoir la patience de rester jusqu'au bout, parce que tu as ce qu'on appelle le générique de fin. C'est-à-dire qu'à la fin du film, eh ben, tu as la liste qui se déroule de tous les gens qui ont travaillé sur un film. Ça dure longtemps, hein, parfois. Et c'est parfois des centaines de personnes, parce que il n'y a pas que les acteurs et le réalisateur ou celui qui tient la caméra. Il y a énormément de gens qui travaillent, et parfois dans des métiers qu'on ne connaît pas du tout. Et donc ça représente beaucoup de gens, l'image, le son, la régie, c'est toute une entreprise, c'est une vraie entreprise un film. Donc voilà, ça représente énormément de gens. Oui, ça fait travailler énormément de monde. C'est une entreprise éphémère, en quelque sorte. Oui, ça dure le temps du film, Ouais. mais voilà. Alors, ensuite, on passera la parole aussi à des adultes. Hein. Il y a pas que... D'accord, les enfants d'abord, mais bon. Alors, vas-y. Comment tu t'appelles d'abord? Chloé, C'est bien. avez-vous déjà tourné un film avec des enfants? Tout d'un coup, je me pose la question. Oui, oui. Je ne peux pas dire que j'ai fait des films avec des enfants. Dans les films, il est arrivé qu'il y ait une apparition d'un enfant. Mais je ne peux pas dire que j'ai pas fait de film comme il y en a certains avec, pour le rôle principal, un enfant plus ou moins jeune. Non, non, j'ai pas encore fait, mais ça viendra sûrement. J'ai rien contre. Alors, alors vas-y, vas-y. Après, on passera à madame. Bonjour, Bonjour. c'est Boris. Comment? Oui, Boris. Boris. Ah, très bien. Vas-y, Boris. Quel est votre film préféré? De ces films à lui ou en général? En général, À lui. à moi. Bah, tu sais, pour l'instant, j'en ai fait 3. Lequel de Parce que- tes enfants tu préfères? Parce que tu sais, moi, je m'y suis mis très très tard. Toi, la tête que j'ai fait 3 films. Tu vois? Enfin, un 4e, mais que je ne peux pas encore montrer, il n'est pas fini. Donc, en général, sur ses propres films, celui qu'on préfère, c'est le dernier. Parce que les autres, voilà, il n'y a plus le goût de la découverte, et puis on a encore les souvenirs. On essaye du de corriger tournage, les tout erreurs ça, des voilà. premiers. C'est vrai qu'on a l'impression, parfois c'est difficile d'aller revoir son premier film ou son deuxième film, parce qu'on se dit, tiens, aïe, 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 ça, j'ai raté ça, voilà, parce qu'on apprend. Voilà. Alors, sinon, mon film préféré dans l'ensemble de l'histoire du cinéma, alors je ne peux pas te dire, là, il y en a trop. Madame. Oui, alors j'ai remarqué dans Fanfare quand même qu'il y avait, en dehors de Benjamin Laverne, pas mal d'acteurs de théâtre, soit qui ont été des Oui. pointures ou qui le sont plus, bah oui. ou qui tournent moins. Nina Michael, Clémence Massard, Ah, voilà. Jacques Bonafé. Jacques Bonafé, oui. Et vous aimez bien tourner avec des gens de théâtre, comme Oui. vous en venez Ah oui, c'est sûr que moi, je viens du théâtre, et que j'ai une... Alors, je ne peux pas dire que je me dis, tiens, il faut absolument que je travaille avec des acteurs de théâtre. C'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est plutôt que le jeu des affinités me mène au choix d'acteurs de théâtre. D'abord parce que souvent, ils ont un sens du travail qui n'est pas le même. C'est-à-dire que le théâtre, c'est un vrai boulot. Être acteur de cinéma, c'est un vrai boulot. Je veux dire, il y a une rigueur, il y a un travail souvent qui est très agréable de retrouver dans le travail d'acteur au cinéma. Par exemple, avec Benjamin Laverne, qui est un grand acteur de théâtre aussi, lui, il mène une double carrière formidable. C'est un acteur, pour moi, extraordinaire, mais je retrouve aussi cette capacité de travailler les rôles, d'abord de savoir très bien son texte, pour moi c'est important, et c'est pas toujours le cas, et voilà, et d'autres, comme Jacques Bonafé, ça c'est des acteurs que moi, alors que j'étais un acteur tout à fait obscur et inconnu, qui était plus dans la lumière et qui me faisait rêver à l'époque.
Et puis Ludmilla lui, il a Michael, double Ludmilla- casquette, acteur de théâtre et gars du Nord. Ah oui, Ça le ah connaissait. bah oui, bah non, c'était l'homme de la situation, mais Ludmilla Michael, moi j'ai des souvenirs d'ado, moi, où Ah je oui. la voyais au cinéma, il y a beaucoup de télé, elle a fait beaucoup de télé, pour moi, elle l'a trouvé magnifique et tout, et j'étais tellement heureux de travailler avec elle. Clémence Massard, moi je l'ai connue, j'ai fait des stages de clown avec elle quand j'étais acteur, voilà. Et c'est une actrice, fait partie de ces acteurs qui sont très peu utilisés, et je veux dire, elle est tellement formidable dans le film, enfin elle est bouleversante dans le film. Donc il faut aller les chercher. Je suis content surtout aussi d'aller chercher des acteurs qu'on voit peu. Voilà. Ça se voit. Alors on va prendre les 2 dernières questions. Madame. Oui, bonjour. Alors déjà, merci et félicitations pour votre travail. J'ai adoré, surtout en fanfare. Oui. J'aimerais savoir, selon où vous tournez, est-ce que vous travaillez autant en tant que technicien que comédien, mais surtout comédien, ça m'intéresse. Est-ce que vous travaillez souvent avec les mêmes, ou est-ce que vous prenez des acteurs de la région, et avec quel directeur de casting vous travaillez? Alors, Cette question est-elle un peu orientée? En fait, je m'aperçois que je ne travaille pas toujours avec les mêmes acteurs. Je travaille un peu toujours avec le même genre, même famille d'acteurs. Je n'ai pas de troupe d'acteurs, même s'il se trouve qu'il y a certains acteurs qu'on peut retrouver dans mes films. En général, il y a toujours une part pour les acteurs, je dirais, du cru, les acteurs de région, parce que d'abord, je dirais parce que c'est souvent un engagement aussi par rapport à les coproductions avec les régions qui mettent de l'argent. Et c'est la moindre des choses de faire travailler aussi et d'apporter à la région. Et donc, comme il y a de très bons acteurs aussi en région, ben, en général, dans Fanfare, il y a des acteurs qui habitent l'île et qui sont des acteurs tout à fait régionaux et qui sont très bien, qui sont, je ne sais pas combien ils sont exactement, mais ils sont une petite dizaine, je pense, à venir de la région. Et donc, pour répondre à votre question, moi je travaille depuis maintenant 3 films, 4, toujours avec la même directrice de casting qui s'appelle qui s'appelle Emmanuel Prévost et avec qui je m'entends très bien. Là aussi, c'est encore une histoire d'affinité, on s'entend très bien. C'est très important pour le casting, évidemment. Et donc, et puis il y a aussi un travail avec, parce que là j'ai travaillé sur la région du Nord, à Lille, où il y a quand même beaucoup de production. Donc il y a vraiment un vivier d'acteurs sur place. Il y a aussi une directrice de casting qui a travaillé là-bas. Voilà, c'est comme ça. Alors on va prendre la dernière question, la responsabilité de la dernière question. Vas-y, c'est à toi. Quel est ton prénom? Alors là, Bonjour, je m'appelle Maëline et j'aimerais savoir comment on fait pour réaliser un film. alors on va repartir au début. Alors pour la dernière question, Donc vous n'avez rien à faire jusqu'à ce... alors là c'est... tu sais ce que c'est qu'un réalisateur? Je peux te raconter un peu ce que c'est que le métier de réalisateur. Un réalisateur, c'est quelqu'un qui va avoir au départ l'idée du film, la vision du film, qui sait quel film il veut faire, et puis qui va travailler avec un tas de gens qui savent faire un film aussi, à leur poste. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout technicien, tu vois. Tu as écouté tout à l'heure, moi, je suis plutôt acteur au départ, puis scénariste. Donc ça je maîtrise. Et quand j'ai commencé comme réalisateur, ben, j'ai fait avec ce que je savais. C'est-à-dire que je savais diriger un acteur, en tout cas, je savais leur parler, et puis bon, j'avais écrit le scénario, donc je connaissais bien le projet, je connaissais bien le film. Mais après, il y a tous les métiers techniques autour. Donc il faut avoir ce qu'on appelle un chef opérateur, c'est-à-dire celui qui va filmer. C'est déjà la base, le b.a.-ba, sinon il n'y a pas de film. Et donc il faut quelqu'un qui prenne le son, quelqu'un qui... il y a des assistants, il y a plein de métiers autour de nous. Hein, costumier, il y a le décorateur qui va faire le décor, etc. Et donc le réalisateur, il va déjà choisir tous ces gens-là, il va leur expliquer le projet, et il va s'arranger pour que tout soit exactement, tout vienne servir le projet, c'est-à-dire que tout le monde fasse le même film, pour aboutir à l'idée qu'il a dans la tête. En fait, je dirais que le réalisateur, sur un plateau, où des fois il y a des dizaines de personnes, c'est le seul qui a le film dans la tête.
Et il ne sait pas forcément comment on filme, comment... voilà. Moi, je ne suis pas... C'est très technique, avoir une caméra, faire la lumière, la photo, voilà. Alors, petit à petit, on apprend un petit peu, mais il y a des gens pour ça. Donc, je dis, par exemple, moi, je veux tel cadre. Je veux que ça se passe comme ça. Maintenant, débrouillez-vous. Il faut que ce soit comme ça. C'est ça le réalisateur. C'est un petit peu comme dans le film. Un fédérateur. C'est un petit peu le chef d'orchestre de tout ça. Là, il réunit tous ces gens-là, puis il essaye de les emmener dans le même sens. Et après, il continue parce qu'on a beaucoup parlé du tournage, mais il y a aussi tout l'après qui est la post-production, le montage, etc. Et la promotion. Et la promotion, mais tout ça, c'est beaucoup plus long que de faire le tournage. Hein. Donc voilà, tout ça, c'est le réalisateur qui est là de A à Z. Et c'est pour ça qu'il signe le film, d'ailleurs, de son nom. Alors je pense que vous avez tous les éléments pour revoir En fanfare ce soir sous une autre, dans un autre angle, hein, avec toutes ces connaissances là dont Emmanuel nous a parlé. C'est ce soir à 22h30. Je ne sais pas si Jocelyne est toujours là, si elle me confirme bien que c'est à 22h30 ce soir. Voilà, en plein air. Et ça vaut le coup de le revoir, hein, je peux en attester. La deuxième fois est parfois encore meilleure que la première. On va remercier Emmanuel de sa présence. Merci. Et de toutes ces anecdotes et ces informations. Bonne soirée, bon après-midi à tous.